Ah, ils ont déjà mis le plan pour la décoration. C'est combien de l'avance, ça peut... Ah, il est fait. Il a dit. Je vais m'y remettre, hein, parce que sinon, ça sera Bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Dans une salle un petit peu de nouvelle configuration, il va falloir s'y habituer pendant quelques semaines. Hein, donc, même si la salle est à nouveau disponible, on a préféré la maintenir pour s'habituer à être dans une configuration un peu serrée. Mais on va tenter. Là, on ne vous cache pas l'écran, ça va hein, vous voyez bien l'écran, vous voyez encore mieux l'écran, hein, je pense, que dans la salle polyvalente. Bien, écoutez, je vais ouvrir la séance avant de préciser que nous avons le quorum, quelques pouvoirs. Martine Georges donne son pouvoir, Claude Couchon-Kerjoli donne son pouvoir à Dominique Plessis et Alain François donne son pouvoir à Liliane Mousset. Bien, écoutez, je vous propose d'ouvrir la séance par la désignation d'un secrétaire de séance. Dans l'ordre, on arrive vraisemblablement jusqu'à René pour le secrétariat de séance. Est-ce que tu es d'accord pour endosser ce rôle? Bon. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Approbation du compte rendu de la dernière réunion du conseil municipal du 19 décembre 2023. Nous avions validé l'avant-projet des travaux d'effacement de réseau des rues du Cormier et de Grandchamp, avec notamment le TE61. Nous avons actualisé le plan neige. Nous avions renouvelé des contrats de vérification périodique. Nous avions validé des règlements de concours de décoration de Noël et du jeu des vitrines de Noël. Nous avions instauré des bons cadeaux pour les jeunes diplômés. Du côté du personnel, nous avions acté une dérogation pour la réalisation de certains travaux dangereux pour les apprentis mineurs. Nous avions adhéré également à des conventions de participation pour la complémentaire santé et la complémentaire de prévoyance. Nous avions actualisé le règlement du conseil municipal des jeunes. Du côté des finances, nous avions validé un rapport de la CLEC dans le cadre des transferts de charges entre la commune et la commune. Nous avions acté la vente d'une partie de la parcelle située 29 avenue des Loges. Cela concerne notamment sur une parcelle qui était au-dessus de la nouvelle surface commerciale. Donc des décisions modificatives. Et nous avions validé également un emprunt pour le financement des travaux d'aménagement sécuritaire et du gîte communal. Voilà, y a-t-il des remarques sur ce compte rendu, des demandes de modification? Je n'en vois pas, donc je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Alors, à l'ordre du jour, un point pour démarrer sur les travaux, et cela concerne donc un avenant avec l'entreprise Leblanc, donc sur donc la charpente couverture. Jean-Claude? Ouais, donc l'entreprise Leblanc n'avait pas répondu pour le plancher du dernier étage. Et l'architecte n'avait pas tout ça. Nous, on croyait que tout avait été vu, et donc ça n'avait pas été vu par l'architecte. Toutes les personnes de la commission de travaux l'ont vu, l'ont constaté. Donc c'est pour ça que là, on a un avenant. Donc l'avenant numéro 1 au marché public avec l'entreprise
SARL Adrien Leblanc, Bourgoin-Brière. Lot numéro 2, charpente couverture pour les travaux de réhabilitation d'un bâtiment en chute communale à Gémage. Par délibération en date du 28 février 2023, le lot numéro 2, charpente couverture pour les travaux de réhabilitation d'un bâtiment en gîte communal à Gémage a été attribué à l'entreprise SARL Adrien Leblanc Bourgoin-Brière de Vibray pour un montant de 26 834,70 € hors taxe, soit 32 201,64 € TTC. La création d'un plancher bois à l'étage et l'installation d'une sortie de ventilation en toiture n'ayant pas été prévue dans le marché initial, il est proposé au conseil municipal d'accepter l'avenant numéro 1 en plus-value d'un montant de 15 570,30 € hors taxe, soit 18 684,36 € TTC. Les crédits nécessaires seront prévus au prochain budget primitif 2024 du budget principal de la commune. Donc il y avait eu aussi un problème de Vélux qui n'avait pas été mis à la bonne place, mais c'est l'architecte qui le prend à sa charge. Parce que c'est une erreur de sa part. Là, est-ce qu'il y a des questions? Non. Ah, ça fait cher pour un plancher. Comment? Ça fait cher pour un plancher. Il a fallu le démonter, le refaire. C'était en réunion de chantier à chaque fois, tu sais. Ah oui, ouais, mais on ne savait pas les prix, c'est dommage qu'on aurait su le prix, on aurait peut-être dû faire marcher la concurrence. On aurait su. Ah ben, le problème, il est là. Si tu veux, le problème, c'est l'architecte qui n'a pas étudié comme il faut les offres de prix. Et puis, derrière, nous, on se retrouve. Parce que moi, je veux bien l'enlever, le plancher, il n'a pas changé les palmes, il a juste des planches. Et là, dans le présent, on est devant tout accompli. Hein. Bah, On est bien conscient. Oui. Et puis, il y a aussi dedans, comme on a repris la salle, la mairie, on avait un complément de plancher. Ça fait quelle surface à peu près du coup? Le Plancher là. Ah non, dedans, il y a ce plancher-là, plus l'agrandissement de la salle de la mairie. Parce qu'on a toujours refait le plancher. Là, même du premier et du deuxième. Donc là, c'est pour la totalité. C'est plus ça fait 32, ça fait 50, on est à 50 de totalité. 50. Non. Non, la question, c'était Oui, la surface. Oui, la surface, je ne l'ai pas en tête. Ah oui, oui. Non, on est à 50 000 sur la totalité. Ouais. À la superficie, on est Bon, on va te transmettre les 20 mètres carrés, oui. Carré, peut-être à l'étage. de. La chambre là-haut. Il y a 20 mètres carrés, ouais. Oui, mais plus la partie de la mairie. Oui. Et là, dans le total de chez Adrien Leblanc, et on va vous donner la superficie totale des planchers. Entre la Très bien. D'autres questions? Donc on transmettra les éléments. D'ailleurs, on doit avoir un plan. oui, je vais regarder tout à l'heure, je vais vous le retrouver, la superficie. Bien, et écoutez, je mets au voix. Donc c'est une dépense qui n'était pas prévue, donc par définition, comme on le précise dans la délibération, il faudra la prévoir sur le budget 2024. Donc je mets au voix cette proposition d'avenant. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Autre point à l'ordre du jour, alors qui ne fera pas l'objet
opération en soi, plutôt un principe. Donc c'est le projet de vidéoprotection. Donc c'est un sujet qu'on évoque depuis très longtemps. Donc il y a eu, et je le salue, un travail très important de la part du groupe de travail qui a rencontré notamment au moins 3 communes, voire 4, pour aller découvrir le système mis en place. Il y a eu de nombreuses réunions avec la gendarmerie également, un travail qui a été réalisé, à la fois un travail je dirais de bureau, mais aussi un travail de terrain. Et puis bien sûr notre travail avec le cabinet de maîtrise d'œuvre qui a été d'assistant maîtrise d'ouvrage, pardon, qui a été retenu il y a quelques mois de cela. Un travail de qualité, en tout cas jusque-là, les échanges ont été très intéressants, les propositions assez efficaces. Et puis voilà, ça a été un échange sans vouloir forcément nous imposer un schéma, mais bien l'argumenter et puis qu'on puisse faire des ajustements. Je rappelle qu'au final, c'est la commune qui décide du plan de mise en place de la vidéoprotection. Bien sûr, l'idée étant de s'entourer d'un expert, qui est le cabinet d'assistant maîtrise d'ouvrage, et puis les gendarmes, bien sûr, qui connaissent bien le terrain, qui ont aussi beaucoup d'expérience en la matière. Donc je laisse Jean-Claude présenter peut-être le projet d'implantation. Donc pour la mise en place d'un système de vidéoprotection, conformément au Code de sécurité intérieure, et notamment l'article L251-2, le maire, en tant qu'autorité publique exerçant un pouvoir de police administrative, a compétence pour installer un système de vidéoprotection dans les établissements ou lieux ouverts au public appartenant à la commune, ainsi que sur la voie publique. Cependant, l'installation d'un système de vidéoprotection ayant un impact sur les affaires de la commune, d'un point de vue domanial, budgétaire et de commande publique, une délibération du conseil municipal est nécessaire. La mise en place du dispositif de vidéoprotection urbaine s'inscrit dans le cadre du développement de la politique de prévention de la commune et vise notamment à satisfaire les finalités suivantes. Sécurité des personnes, secours à personne, défense contre l'incendie, prévention risques naturels ou technologiques, prévention des atteintes aux biens, protection des bâtiments publics, constatation des infractions aux règles de la circulation, prévention des actes de délinquance. Sur le plan financier, l'enveloppe prévisionnelle globale de l'investissement est estimée à 283 156,39 € hors taxe par l'entreprise Vidéo Concept, assistante à maître d'ouvrage. Après accord des financeurs, une procédure d'appel d'offres sera lancée dans le cadre des marchés publics. Alors concrètement sur l'implantation, on vous a projeté cette slide. Donc là on focalise. Je rappelle que dans les objectifs, c'était aussi de cibler et surtout de sécuriser nos écoles, certaines de nos zones d'activité qui ont subi effectivement beaucoup de vols ces derniers temps, et puis globalement l'ensemble du centre-ville de Valoperche. Le centre-ville de Valoperche, c'est le Teil, et donc à partir du moment où on couvre une sortie, on couvre l'ensemble des sorties. Il ne s'agirait pas effectivement qu'on laisse une ou deux routes de sortie ou d'entrée de la commune sans surveillance. Donc en tout cas, c'est la stratégie qui est proposée. Donc dans les implantations, si on les suit une par une, ici donc on a une implantation de caméra quartier de la gare, qui est située juste après l'intersection plutôt vers le Teil, pour à la fois visualiser des voitures qui arrivent de la route, mais également de la petite route de Nogent, de l'Aiguillon. Donc une deuxième caméra qui serait ici rue de l'Amato, direction Saint-Cyr-la-Rosière, dans le haut de la rue de l'Amato. Une troisième caméra, bien sûr, au niveau un peu plus haut que le rond-point de la gendarmerie, route de Saint-Germain-de-la-Coudre, en face des entrepôts des City. La quatrième serait au rond-point d'Avézé,
donc près de l'entreprise Decity. Voilà, donc là aussi, c'est une entrée-sortie potentiellement, la route d'Avézé. Et puis un dispositif un peu plus important, parce que c'est un rond-point sur lequel transitent beaucoup de véhicules, c'est le rond-point de la station-service, qui est déjà couvert par 2 caméras au niveau de notre station, et donc on renforce le dispositif à la fois en lecture de plaques. Je ne sais pas si on a fait la différence entre les deux types de caméras. Il y a les caméras effectivement à lecture de plaques, et puis donc des caméras qui sont effectivement plutôt, alors je ne sais plus en tête le terme, des caméras contextuelles, qui vont effectivement prendre, mais sans forcément avoir une assurance de lecture de plaques. Alors que celle de lecture de plaques, nuit et jour, on aura effectivement une lecture de la plaque d'immatriculation. Donc au niveau de rond-point de queue, donc un dispositif quand même plus important qu'ailleurs. Ensuite, en intérieur, donc on aura une caméra donc sur la place des Tilleuls, voilà, assez naturellement. Également une caméra du côté du collège, donc à la fois pour donc collège et équipement sportif en général, pour avoir une visibilité de ce côté-là. Également une caméra du côté du parc. Alors là, on ne peut pas prendre la totalité du parc, mais on sait qu'effectivement, il peut y avoir des actes de vandalisme sur ce parc. Alors on va cibler une zone qui est plutôt en bas de la rue du collège, de ce côté-là. Je vous rappelle que les implantations, elles ont été aussi précisées par une visite sur place, pour faire en sorte que le génie civil soit le moins important possible. Donc parfois, il a été privilégié, tout en gardant une certaine stratégie dans l'implantation, de déplacer d'1 mètre ou 2 pour se rapprocher de réseau, pour se rapprocher, voilà, pour avoir le moins de travaux de génie civil à réaliser. Voilà pour le TEI, et une 9e caméra du côté donc de l'embarcadère, également. Encore une fois, à ce stade, c'est un projet qu'on pourra affiner, c'est ce qu'on évoquait la semaine dernière quand on en a parlé, puisque comment ça dépendra également des financements. Je vous rappelle que ce dossier-là, il fait l'objet de demandes de financement. Il est bien évident qu'on attend un minimum de subventions. On espère que l'État nous soutiendra fortement sur ce projet. Donc voilà, pour maintenir, je dirais, le niveau de déploiement qu'on souhaite. Voilà, ensuite, tout à l'heure j'ai raté, c'est pas la place que je voulais dire, c'était l'école de la taille, André Barvé. Donc on aura une caméra effectivement juste située sur le périmètre, bien sûr, sortie, et puis circulation, parce que l'idée autour des écoles, les risques sont nombreux, et aussi c'est les risques bien sûr routiers qui est important. Donc voilà, et puis bien sûr le risque humain, voilà, des choses qui peuvent se passer autour de l'école. Donc c'était la 6, et la 9, donc c'est la 11, pardon, c'est la place de Tilleul, donc qui est ici. Voilà. Là, je vois. Non, mais en fait, c'est tellement dézoomé. Si, il y a la crèche là, quelque part. Parce qu'il y a. Ouais, pardon, il y a la crèche, excusez-moi. Je vais faire un petit zoom et j'y verrai plus clair. Si, elle n'a pas disparu. Voilà. Donc là, on a effectivement une caméra au niveau de l'église. On a la centrale, entre guillemets, qui se situera en mairie, bien évidemment, là où on aura le centre de supervision et puis surtout de visualisation, voilà, qui nécessite du matériel informatique, bien évidemment. Et puis la 11, c'est la crèche, le parking, donc notamment situé à la crèche. Alors il y aura une visualisation à la fois sur la crèche et sur le coin de la crèche. L'idée, c'est d'avoir une vue la plus large possible. Donc, ce ne sera pas une caméra que sur le parking, elle sera quand vous arrivez effectivement sur le parking de la crèche, vous continuez un peu plus, et ce sera juste à gauche, la crèche étant à droite, pour avoir à la fois effectivement une visualisation sur le parking, mais également sur le devant de la crèche. Voilà, et puis dernière caméra sur le TEI, c'est au niveau tout à fait de la gare. Donc c'est une impasse, comme vous le savez. Il s'est passé effectivement certains faits il y a quelques années, quelques mois même. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir surveiller ce qui se passe au
c'est pas notre domaine, c'est le domaine de la SNCF, hein, mais du côté automobile. Voilà. Donc ça, c'est les implantations sur le tail. Et ensuite, donc, des implantations sont également prévues donc à la Rouge. Donc, une caméra située donc, entre l'église et l'école. Là aussi, hein, pour le même. Donc, ça, c'est le relais Château d'Eau. Hein, il y a besoin de relais, puisque, effectivement, par définition, hein, tout est centralisé au tail. Hein, donc, c'est vrai que finalement, le cabinet nous disait que ça se prêtait plutôt bien. Hein, et à part le sujet de l'embarcadère, hein, qui est plus préoccupant parce qu'il nécessite quand même un raccordement plus important. Globalement, ça se vit bien entre le Teil, la Rouge et Malles. Hein. Voilà, le relais de la Rouge, donc il serait situé en plein centre de la Rouge, donc devant l'école, entre l'école et l'église. L'idée étant aussi de visualiser également ce qui se passe devant l'école, bien évidemment, mais aussi ce qui se passe au niveau du trafic routier. Voilà pour la Rouge, et puis pour Malles. Donc Malles, même phénomène au niveau donc, de la sécurisation de l'école, sauf que là, pour le coup, ça nécessite 2 caméras pour avoir effectivement et pour entourer globalement l'école. Vous connaissez un peu la configuration de l'école, il y a 2 accès, et donc 2 caméras seraient nécessaires telles que définies par le cabinet. Donc ici, donc dans le place de l'église, voilà. Et donc un relais qui se trouverait ici, et les gendarmes souhaiteraient, là pour le coup c'était pas notre demande à la base, mais souhaiteraient installer une caméra au niveau du pignon de la salle polyvalente Georges Voisin, considérant que la rue Luynes est un axe stratégique, en tout cas pour eux, et donc ils ont proposé que l'on puisse installer une caméra juste à l'angle de cette salle polyvalente. Voilà. Mais à la base, on restait nous sur le principe de l'école. Et enfin, la zone déboulée, dont on a parlé tout à l'heure, qui a fait l'objet de nombreux vols malheureusement au cours des derniers mois. Donc, pour couvrir cette zone déboulée. Alors, pourquoi cette zone déboulée? On l'a évoqué la semaine dernière aussi en disant c'est pas toutes les zones d'activité. Il y a des zones d'activité qui sont plus exposées que d'autres. Celle-ci, assez naturellement, par sa configuration, proche de l'axe filant RD 923, isolée, une seule habitation à côté, fait que ça l'expose davantage au risque, notamment qu'on a connu de vols récurrents sur la zone d'activité. Donc là, il nous est proposé 3 caméras, une sur la nouvelle zone d'activité, donc entre l'entreprise L'Enfant et l'entreprise Sino, qui est ici, en plein cœur de la zone. Une, effectivement, qui serait plutôt du côté de l'entreprise GMM, donc lecture de plaques, donc là qui effectivement prendrait à la fois des voitures dans les 2 sens, dans le sens La Ferté-Nogent et Nogent-La Ferté, et bien sûr l'entrée de la zone vers GMM, et puis une 3e, donc au niveau de la zone où se trouvent les entreprises MAT, TM, puis GMC, donc même contextuel, pour couvrir également les entreprises qui sont sur ce côté de la zone d'activité. Donc ce qui fait au total potentiellement un maillage avec 22 points d'implantation de caméras. Est-ce que les collègues, vous avez des choses à rajouter par rapport à ce que je viens de dire? Techniquement, sur la qualité du travail, est-ce qu'on est assez d'accord? En tout cas, moi j'ai plutôt en souvenir des échanges très intéressants, pédagogues aussi. On n'est pas rentré trop dans la technique, à la fois avec le maître d'œuvre et puis la gendarmerie. Voilà, je ne vous cache pas que c'était nécessaire de recourir à un professionnel. On n'est pas en mesure, nous, de faire ça seul. Comment? Donc voilà, y a-t-il des questions? Non. Oui. Le pont là, sur lequel les voitures passent, il est limité à 3,5 tonnes normalement. Oui. Il y a beaucoup de sciamorques qui passent là. Oui. Moi, je suis trouvée un matin en même temps qu'un train qui passait en dessous, comme je viens à pied pour aller à l'école, et en même temps qu'un sciamorque, c'est pas du tout agréable. J'espère qu'on n'ira pas vers des ennuis, mais les 2 vibrations en même temps,
je ne sais pas s'il va supporter ça très longtemps. Mmh. Parce que ça ne nous permettrait pas de surveiller ça, parce que enfin, ceux qui sont très gros et qui passent là, manifestement, ils ne devraient pas le faire. Ouais, tout à fait. Alors, dans la signalétique, il est prévu de... Comment? Si les cartes d'école passent aussi. Les cartes d'école passent avec certains conducteurs, pas avec nous. Ah oui, On leur en fait là. Je suis La d'accord. au poids lourd, il Je se fait sais. des Houston. Je sais. Je sais. Mais on a déjà fait par le passé un courrier de rappel, on va le refaire. On va le refaire. En revanche, dans le cadre de la signalétique, il est prévu de renforcer la signalétique, Mais je pense notamment sur l'interdiction. Mais Et la problématique, c'est qu'ils regardent plus leur GPS que... mais je crois même que c'est, enfin, il y a des locaux, hein, quand on voit certains transporteurs. Oui, c'est des locaux qui pensent ça. Donc en fait, Alors, ils c'est passent des locaux qui pensent ça. Des camions qui vont à la cidre. Ah si, Les slips. Parce que j'en ai arrêté un, mais je l'ai engueulé, le gars. Il me dit, de toute façon, il y a une pancarte, c'est marqué à l'entrée d'un poids sur des sacs locales, je crois, quelque chose comme ça. Et il dit, moi, je vais à la cidrerie, donc je passe par là. Non, Donc, par la rue de la Vallée? vous voyez, Ah oui, il prend la rue de la Vallée, il passe au-dessus du pont, il tourne à droite après. La semaine Et dernière, encore hier, j'étais derrière un. Ben, il y en a à tous les Smirnoff. jours. Par Il y en an. a tous une les jours. dizaine par jour. Ah, Plusieurs, pardon. tous les jours. Mais c'est des locaux, mais Et c'est ça, ça qui viennent pour livrer. C'est le problème qu'il y a, c'est marqué à Il faudra pas qu'ils vont Parlez l'un après l'autre parce que sinon on s'entend pas. Il pourrait passer par la déviation ou de. Et puis en plus, il y a à l'entrée du rond-point, il y a des panneaux 335. Non, mais ils passeront même, Oui, mais 3 tonnes 5 sauf dessert. Et les gars, ils disent, moi c'est sauf dessert, je vais livrer dans l'hôtel. Oui. Sauf que la sauve dessert, c'est plutôt pour le centre. Oui, mais Je pensais que c'est pour le Oui. Et tu as raison, en fin de compte, ils peuvent faire le tour, puis redescendre après. C'est ce que font certains. Je crois. Mais là, tous les jours, il y a un accident. Jusqu'au jour où il va y avoir un accident. Le dessert, on peut l'enlever, c'est ça? Le Panneau dessert, il faut l'enlever. Non. Ah non, pour tout le commerce. Les commerçants, tout ça. Et on ne peut pas remettre un interdit au polo juste après la rue. La rue des Moulins. Une fois qu'ils sont engagés, ils ne peuvent pas faire ça. On met interdit à tout poids lourd. Oui, mais Et puis, après, ils manœuvraient dans le cadre. Une fois qu'ils sont engagés, ils ne peuvent plus faire le tour. Ouais. C'est ça le problème. Il y en a bien qui posent dans la rue, un qui pose devant la mairie, là, Bah ouais. et qui revenir. Ça arrive. Ça, ils sont autorisés pour la livraison des commerces. Non, mais je sais pas, de celui qu'on pense Ouais. là, non. Et qui prennent la rue de la Croix. Dans un endroit, C'est ça que les caméras, ils vont. Bah, il y en a qui ont frotté au quille. Hein. Oui, là-bas. Ah bah, c'est ça. Moi, je voulais revenir aux caméras. Le dessert, il faut l'enlever. Quand on va éteindre l'éclairage public, est-ce que les caméras vont encore marcher? Ça, Parce c'est une qu'ils ont question. un problème à la Ferté avec ça. Ouais, c'est une question qu'on a posée et la réponse, tu l'as entendue comme moi, Oui, mais c'est pour, techniquement c'est possible, mais il y a un risque effectivement que ce ne soit pas bien clair. Voilà. On l'a bien vu sur Bretoncello. Bretoncello, C'est la on Ferté. voit que les lectures de plaques, ça fonctionne plutôt bien, même si effectivement il n'y a pas d'éclairage public. En revanche, sur le contextuel, c'est plus compliqué et il nuançait un petit peu sur C, notamment la question elle avait été évoquée et l'idée c'est comment idéalement il préconise un maintien de l'éclairage public pour qu'on soit sûr. Mais on a vu quand même que quand l'éclairage public était éteint, on arrivait quand même à des images correctes. Mais ça sera adapté. Après, comme on aura une alimentation électrique sur le photo, ce sera toujours, si vraiment ça ne marche pas, ce serait de mettre juste un candélabre à ce photo-là qui se déclenche soit par une présence, ou alors on sera obligé de laisser arriver Mais Jean-Claude, le problème qu'il y a, c'est qu'on peut mettre ce qu'on veut. À partir du moment où il y a le panneau qui est à l'entrée au rond-point de queue qui est marqué sur le dessert placard, le gars il peut passer. Il peut passer. On peut le prendre en photo, il dira moi je vais à la cidrerie. Ah non, mais là attention, là on parle sur de. Là on revient sur le. Excuse-moi. Ah oui, d'accord. Excuse-moi, j'étais passé sur Oui. Donc pour revenir sur le sujet des camions, donc moi ce que je vous propose c'est de faire un rappel aux transporteurs déjà, au premier chef, parce que effectivement
ce phénomène il se passe. Après, quand tu dis des locaux, ça veut dire des transporteurs locaux, des entreprises locales, ou plutôt des chauffeurs locaux? Non, c'est pas des choses. Alors, je ne sais pas exactement le. Ouais. Mais il suffit que je sois quelque temps sur mon balcon pour voir. Ouais, Et en fait, ça fait trembler toutes les maisons de la rue, donc on sait quand est-ce qu'il passe. Ce sont des entreprises qui existent. Alors, mon mari m'a dit, on va mettre une caméra. J'ai dit non, on est sur les stations, c'est pas une bonne idée. Parce qu'en plus, Bon, un rappel à nos entreprises, hein, ça fera pas de mal non plus. Et puis sur le renforcement de la signalétique, pour le coup, il faudrait qu'on voit ce qu'on peut faire, Guy, par rapport à ça, et en lien avec le conseil départemental peut-être, hein, pour voir comment on peut renforcer, renforcer cette affaire. Le panneau dessert, on peut l'enlever. Parce que c'est les SMI qui posent le problème. Ouais. Ici, par exemple, Oui, la oui, Poste, mais il le sait qu'il a le droit de venir. Mais non, mais s'il n'y a pas de panneau, il S'il y a pas de va panneau, avoir un oui. téléphone. Et le gars, il rentrera. Est-ce que. Ou ce qui n'est pas logique, c'est le gars qui livre à la livrerie que lui, il devrait prendre la déviation. Par contre, le panneau qui a été mis, c'est simplement pour que le livreur puisse livrer dans le centre. Disait Valérie. Est-ce que les livraisons qui ont lieu dans le cœur du village, là, pour Flexi Market, l'hôtel et tout ça, est-ce que ce sont des aussi gros camions que ça? Non, mais voilà, Aussi, non, c'est sûr. C'est la porte aussi, c'est tout. Ah ouais, c'est pas lourd. Ok, bon, écoutez, c'est bien noté. En tout cas, c'est pas la vidéoprotection qui va permettre de régler ce phénomène en amont, mais en tout cas, ça pourra, c'est sûr, nous permettre de régler certaines affaires. Au moins des rappels. Parce que voilà, ceux qui viennent de loin, on se dit, ils savent, enfin, ils peuvent ne pas savoir, ne pas avoir vu. Mais les gens qui passent là 3 fois par semaine, c'est délibéré. Hein. Tout à l'heure, j'ai dit 22, c'est 24 caméras au total. Hein, vous avez le dernier chiffre là sur masse, c'est 24 caméras au total. Donc, vous dire que donc, sur le principe, on demande donc le financement à la fois auprès de la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux. Donc, on pourrait demander 40%, et puis 40% de FIPD, toujours effectivement des fonds de l'État, dans le cadre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Voilà. Donc vous savez qui peut le plus, peut le moins. Hein. On demande 40 ou 40, et 80%, c'est le montant maximum de subvention qu'on peut demander. Voilà, moi j'espère très honnêtement obtenir au moins 50-60. Hein, si on obtient 50-60, hein, c'est un montage et un financement qui sera plutôt bien ficelé, au eu égard aussi aux expériences des collectivités qu'on a rencontrées. Donc on compte bien sûr sur nos sénateurs et parlementaires pour soutenir ce projet. Voilà. Donc ça c'est un... Oui. Non, mais deux questions, mais Philippe. Non, vas-y. Non. Parce que j'avais Les compris, liaisons hein. entre les différents points, c'est des liaisons aériennes par pylône ou c'est Aérienne. aérienne? Ouais. Donc dans certains endroits, implantation de pylônes, de mâts assez haut. Non, ils sont déjà, tu vois, par exemple sur le relais, tout à l'heure on évoquait à la Rouge, on a le château d'eau, et ils prennent les points hauts, hein, sur l'église de Thaïs et l'église, hein, typiquement, et des choses qui s'intègrent vraiment bien aussi par rapport au patrimoine. Pour la vision nocturne, ils ne comptent quand même pas que sur l'éclairage public, c'est des caméras Oui, rouge. tout à fait. Mais avec toujours, mais je pense que c'est toujours bien d'avoir cette prudence en disant, bon, il peut y avoir une image qui ne sera pas bien claire parce que à ce moment-là, le reflet, à ce moment-là, l'éclairage de la voiture, etc. Hein, mais on l'a vu sur Bretoncelle, hein, on a vu des images sur Bretoncelle, l'éclairage public, comment les plaques sont, les caméras de lecture de plaques, c'est plutôt finalement les caméras contextuelles, hein, qui là posent plus de problèmes, puisque par définition, comment elles ne ciblent pas une plaque. Donc c'est là où ça peut effectivement être plus délicat. Voilà, donc on vous transmettra ce projet. Dans l'immédiat, c'est surtout d'acter le principe de la mise en œuvre d'un système de vidéoprotection. Bon, c'était le projet. Et donc de déposer les demandes qui vont bien d'autorisation et donc de subvention,
auprès des organismes, comme je vous le disais, avant de lancer tout, parce qu'il y aura un marché ensuite pour installer tout cela. Donc le cabinet d'assistant maîtrise d'ouvrage continue de nous accompagner, mais avant de lancer le marché, bien sûr, on s'assurera des financements obtenus. Donc là, ce qu'on disait aussi, il n'y a pas d'urgence, il faut passer étape par étape. Il y a 1 an et demi, on a commencé la réflexion sur le projet, et puis il s'agit de faire étape par étape, et surtout, avant de lancer le projet, de s'assurer des financements que l'on aura obtenus. Pour le financement, il faut les envoyer là. Ouais. Parce que, qu'est-ce qu'il a dit aux infos qu'il fallait faire 10 millions d'économies là. Ouais. Donc, si on veut lancer, il faut lancer tout de suite. Bon, après, il y a des dates. Plutôt, ça serait mieux. Mais tout, sur l'aspect subvention, je vous rappelle que vous m'avez donné. Sur deux. Ah ouais. Comment? Je dis à Versailles, il n'y aura qu'une entrée au plat et un lustre sur deux. Je rappelle que vous m'avez donné une délégation pour les demandes de subvention. Donc toutes les demandes de subvention, que ce soit de la vidéoprotection, mais également pour la mairie, etc., elles sont parties maintenant il y a 3 semaines. Donc il n'y a pas de. Là, on acte avant tout le principe de la vidéoprotection, et puis par définition, toute demande de financement, elle est réalisable. C'est pas parce que comment on a un financement qu'on est obligé effectivement de faire littéralement ce qu'on a prévu. On peut ajuster les projets, on peut. Voilà. Mais par contre, je réponds à la question qu'on s'était évoquée la semaine dernière. Si donc on propose un plan de 100 000 € et on obtient 80%, donc on a 80 000 €. Il ne s'agit pas de dire tiens, on baisse notre projet de 100 000 à 80 000, on aura 100% de financé. Ça, c'est pas possible. Le prorata, il se fera de la même manière. Voilà, écoutez, je mets en voie ce projet donc, de mise en place d'un système de vidéoprotection. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Fête et cérémonie, instauration de bons cadeaux à l'occasion de la médaille de la famille française. C'est vrai qu'on n'a pas eu pour l'instant l'occasion de remettre cette médaille depuis le début du mandat, dans les communes historiques sans doute. En réfléchissant avec les collègues, on se disait que ça aurait du sens d'offrir en plus du traditionnel bouquet de fleurs auprès de la famille concernée, un bon commerçant à utiliser bien sûr chez les commerçants de la commune, d'une valeur de 50 €. Voilà, c'est la proposition que vous avez faite ce soir. Il se trouve qu'on va remettre une médaille de la famille dans quelques jours. Voilà, on est à point nommé pour prendre cette décision et vous la proposer. Y a-t-il des questions là-dessus? Bon, à la différence des jeunes diplômés, on a opté pour des cartes un peu plus larges, des cartes cadeaux un peu plus larges, en disant que ils avaient besoin de commander des choses en dehors. C'est vrai que là, ça a du sens de continuer sur le même principe que l'on fait pour les bons seniors. Voilà, des remarques là-dessus? Oui. Moi, ce qui m'enquiquine, c'est le tel que. Alors, pour la remise de la médaille de la famille française, mais c'est le tel que, ça va nous faire partir de où à où? Dans les types d'événements. Une autre médaille, je sais pas laquelle, mais on peut. Le principe, c'était pas l'ordre d'événements tel que. Non, on peut mettre l'ordre de la remise de la médaille. Il n'y a pas de. On pourrait l'avoir. Comment? Là, c'est un texte de phrase, donc pour le coup, je me disais que vous pouviez suivre. Mais c'est écrit 50 €. Mais le tel que la remise, oui, on peut changer le contenu. C'était pas dans l'idée, c'était pas d'élargir à d'autres choses. Donc c'est l'ordre d'événements tel que. Non, il n'y avait pas d'autres choses qu'on avait en tête. Donc voilà, on peut mettre la remise de la médaille française. Voilà. D'autres remarques? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Ensuite, au niveau personnel, revalorisation des frais de mission.
Donc là, c'est une délibération qu'on prend régulièrement puisqu'elle évolue en fonction des textes réglementaires. Donc il s'agit notamment de la prise en compte des frais de mission pour donc les agents publics, hein, et uniquement les agents publics. Dans une dernière délibération, il avait été décidé donc, de prendre en compte le remboursement des frais d'hébergement dans la limite de 70 € par nuit et les frais de repas donc dans la limite de 17,50 € par repas. Donc depuis septembre, il y a un nouvel arrêté qui a revalorisé tout cela, hein, un arrêté qui a été pris au niveau des agents de la fonction publique d'État, vraisemblablement. Comme vous le voyez sur ce tableau, pour l'hébergement, on est en province donc sur 90 € de plafond, pour le déjeuner 20 € et pour le dîner 20 €. Voilà. Après, le plafond est différent si la formation se déroule Paris intramuros, évidemment, ou dans une ville égale ou supérieure à 200 000 habitants. Voilà. Donc ça, on propose d'appliquer stricto sensu comme on le faisait jusqu'à présent, donc le texte réglementaire, tout en sachant que jusque-là, les frais de mission, vous voyez, pour 2023, ça a représenté 16,90 € un repas. Cette année, pourquoi? Non pas que les agents ne partent pas en formation, mais tout simplement les frais de formation sont pris en compte par ce qu'on appelle le CNFPT, hein, le Centre National de la Formation de la Fonction Publique, pour lequel on cotise sur tous les bulletins de salaire. Il y a des charges et donc la plupart du temps les frais sont pris en compte dans ce cadre-là par le CNFPT, donc à la fois sur essentiellement les repas puisque il y a peu de formation sur 2 jours. Il y a eu, mais c'est surtout dans le cas où on a un recours à des organismes extérieurs. oui. Hors CNFPT. Voilà. Voilà la proposition que l'on vous fait ce soir. Y a-t-il des remarques là-dessus? Assez naturellement, même principe, on actualise les bases qui ont été actualisées dans le cadre donc, de l'arrêté national de septembre dernier. Pas de questions là-dessus? Je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Autre point à l'ordre du jour, ça aussi c'est une délibération classique. Donc il vous est proposé donc, de mettre une enveloppe budgétaire dans le cadre de notre budget. Alors c'est toujours par anticipation par rapport au budget qu'on sera amené à voter dans quelques semaines. Comme chaque année, il vous est proposé de mettre une enveloppe de 20 000 € qui a pour vocation à prendre en compte et en prendre en charge les remplacements pendant l'année 2024. Dans le cadre d'accroissement d'activité temporaire d'activité, le cas échéant. On vous dit qu'en 2023, on a utilisé un peu plus de 11 000 € de cette enveloppe budgétaire. Et donc, c'est pour faire. Alors, j'ai parlé de remplacement d'ailleurs, c'est plutôt effectivement sur des besoins ponctuels, donc en renfort d'été, notamment. Voilà, c'est pas du remplacement, parce que le remplacement on est autorisé dans la limite, bien sûr, des lignes budgétaires. C'est plutôt effectivement pour renforcer le cas échéant tout au long de l'année, donc une équipe, et ça c'est bien souvent les services techniques pendant les congés d'été. Voilà, donc on vous propose de maintenir la même enveloppe, considérant que le réalisé 2023 était un peu plus de 11 000 €. Voilà, y a-t-il des questions là-dessus? Jean-Jacques? La personne qu'on a pris pour la loi pour remplacer Jean-Pierre, donc elle rentre pas dans ce cas-là. Non, c'est du remplacement là. C'est bon, Ouais, tout à fait. D'autres questions? Je n'en vois pas. Je mets aux voix donc pour porter donc cette somme de 20 000 € donc au chapitre 012. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Autre point à titre indicatif en gouvernance, ce sont les décisions. Donc plusieurs décisions ont été prises dans le cadre de mes délégations, notamment donc un mouvement de crédit donc entre le chapitre 011 et 014 sur le budget primitif 2023. Donc ça c'était l'an passé. Ça concernait quelle opération? C'était pour le versement
savez, la régularisation. Ah oui, qui n'était pas prise en compte dans le cadre de la... Ouais, les crédits n'étaient pas prévus. Hein. Vous vous rappelez qu'il y a une petite marge votée chaque année de 7,5% qui permet effectivement de faire glisser un crédit d'un chapitre à l'autre, à part le chapitre 012 sur lequel on ne peut pas toucher. Voilà. Également une demande de subvention dans le cadre des demandes de subvention qu'on évoquait tout à l'heure, dans le cadre de la DETR, donc pour la vidéoprotection, une demande de subvention dans le cadre du FIPD, le Fonds interministériel de la prévention de la délinquance, donc toujours dans le cadre de la vidéoprotection. Le renouvellement de l'adhésion à la Fédération départementale de l'Orne des groupements de défense contre les organismes nuisibles, c'est notamment donc la lutte contre les rats, notamment sur la rivière. Donc une demande de fonds verts pour donc la mairie. Donc voilà, en plus de la DETR, cette année, sur la base de critères environnementaux, notamment de rénovation énergétique, donc on entre dans les clous pour présenter une demande complémentaire en fonds verts. Donc on verra ce que cela va donner. Une demande de DETR également dans le cadre des travaux sécuritaires et de réaménagement du quartier de la Taille. L'adhésion donc au comité national des villes et villages fleuris pour l'année 2024, il s'agit d'un renouvellement. L'adhésion à l'association nationale des conseils d'enfants et de jeunes pour l'année 2024, également un renouvellement. Et enfin, la mise à disposition gracieuse d'un garage à l'association La Gaule Téloise. Là, il s'agit d'une régularisation. J'ai souhaité qu'on signe une convention de mise à disposition de tous les garages qui sont situés rue des Ponts, donc avec les associations. Bien sûr, c'est une mise à disposition gracieuse, mais au moins qui rappelle les règles et les engagements réciproques. L'assurance effectivement nécessaire pour les associations concernées. Et puis une valorisation, c'est-à-dire que même si c'est gracieux, on considère que c'est un avantage en nature octroyé à l'association concernée. Voilà, donc ça c'est une convention parmi d'autres. On a une convention sur les garages avec comment Solidarité Notre-Dame, avec l'APE de l'école André Barbet notamment, qui occupe ces garages dans le cadre de leurs activités. Voilà pour cela. Des questions sur ces décisions? Non? Et je vous propose de passer aux informations diverses. Pardon, juste une, je vois de 5, ça passe à 7, parce que c'est la 6, ça doit être pour la deuxième de 6. Ouais, c'est une bonne remarque. La 6, elle est dans les tuyaux. Elle n'est pas encore signée? Voilà. D'accord. C'est un document qui a été acté sur le registre, mais qui n'est pas signé. Signé, transmis à toutes les légalités. Bonne remarque. Ouais, tout à fait. Donc elle sera donc présentée lors d'un prochain conseil. Ok, très bien. Donc en questions diverses, informations diverses que je vais vous communiquer, donc vous informez de la démission de notre collègue M. Alain Dutertre, donc qui m'a transmis donc son courrier lundi, donc il y a 10 jours, donc pour raison personnelle, je reprends les termes du courrier. Donc le processus de la démission, elle est transmise à la préfecture. Le préfet accuse réception de la démission, rencontre le cas échéant donc intéressé, que ce soit un maire qui démissionne ou un maire délégué qui démissionne, c'est le même processus. Un adjoint qui démissionne, ce sera plutôt le sous-préfet, le cas échéant. Donc voilà, en fonction de l'accusé de réception et de l'effectivité de cette décision, donc on sera amené à vous proposer une organisation pour reprendre le travail engagé sur les délégations d'Alain Dutertre. Voilà, bulletin d'information sanitaire du Fredon, ça on vous transmettra donc les éléments. Le Fredon, alors c'est vrai qu'on travaille moins avec le Fredon, Dominique, ces derniers temps. Je vous rappelle que le Fredon c'était notamment l'organisme que nous avons accompagné notamment sur une autre utilisation des pesticides à l'époque. Donc voilà, et puis depuis on a pris notre envol entre guillemets sur le sujet. Donc on vous transmettra donc, le bulletin qui nous ont transmis.
On a également le bilan de la Fédération départementale du groupement de défense contre les organismes nuisibles. Je salue au passage nos administrés qui interviennent. Je pense notamment à Richard Hay, que l'on connaît bien, qui intervient sur la mise en place de cages sur l'huile, qui permet de lutter contre l'érosion notamment de nos bernes, de rivières entre autres. Voilà, pour lequel on adhère et on renouvelle notre adhésion chaque année. Je vous rappelle que le principe étant que l'île se rémunère de manière assez marginale, ça ne prend pas en compte tout le temps bien évidemment. Il récupère les fonds en question et chaque 2 fois par an se fait rémunérer sur la base, je sais pas combien c'est. C'était pas 3 euros. Je crois que j'ai en tête 2,50. 2,50. Là, ça va passer à 2,50. Voilà, ce montant est augmenté à 2,50 et à 2,50 en 2023-2024. Voilà, on vous rappelle les dates du prochaine séance du conseil municipal, notamment les 2 prochaines, le 12 mars. Le mardi 12 mars, ce sera le débat d'orientation budgétaire, et le mardi 9 avril, ce sera le vote du budget. Vous dire également que la CDC et la communauté de communes a travaillé sur un plan de mobilité. Ils travaillent depuis quelques mois, on ne va pas exagérer. Donc le plan de mobilité, le principe c'est de faire un état des lieux sur les moyens de locomotion, entre autres sur notre territoire, notre grand territoire de la communauté de communes, et surtout comment étoffer les moyens de locomotion. C'est vrai qu'on a, des atouts sur notre territoire. On a un service en allemand qui fonctionne plutôt bien, notamment. On a une gare, on a effectivement d'autres moyens de locomotion, on a des lignes de bus qui passent sur nos territoires, qui sont gérées par la région. En revanche, l'idée étant d'étoffer tout ça, de favoriser notamment le covoiturage, de favoriser les aires de covoiturage. On en a déjà. Pour autant, l'idée c'est de mailler l'ensemble du territoire. Il est évoqué également dans cette démarche les voitures autonomes, les bus autonomes. L'idée c'est de mettre sur la table tous les moyens existants et de voir comment, concrètement, de manière progressive, quelles actions peuvent être mises en place pour améliorer la mobilité sur notre territoire. Je ne cache pas que ça a un intérêt tout particulier pour la commune, notamment en lien avec la gare. Cette gare SNCF pour laquelle il est très difficile d'avoir des interlocuteurs pour améliorer, le cas échéant, les dessertes, etc. On a aujourd'hui peu de contact avec la SNCF, l'idée étant de pouvoir favoriser ce qu'on appelle l'intermodalité, c'est-à-dire qu'on se rend d'un point A à un point B, pas forcément avec un seul point de locomotion, un seul moyen de locomotion, mais avec en couplant 2 ou 3 moyens de locomotion, le cas échéant. Donc ça c'est un travail qui est mené par la communauté de communes, le plan de mobilité qui est quasiment finalisé, va vous être transmis par mail, on va le faire demain. Si vous avez des remarques, des avis, la communauté de communes nous les demande pour la fin du mois. Donc ça ne fera pas l'objet d'une décision ici en conseil municipal, mais plutôt d'une concertation, le cas échéant, si vous avez des remarques à faire sur ce plan de mobilité. Également, toujours du côté de la communauté de communes, nous avons aussi un sujet qui, peut-être on se sent moins concerné, mais ça nous arrive, ce qu'on appelle la police en lien avec le corps de police en lien avec la publicité. Jusque-là, tout ce qui est publicité sur les routes, l'implantation de panneaux, etc., était instruit par les services de l'État. Et les décisions étaient prises par l'État. Voilà, on a quelques demandes, peut-être 4-5 par an sur le sujet. Vous savez que même quand on est chez soi, on ne peut pas effectivement mettre un panneau en disant voilà, je fais de la pub pour l'artisan du coin. Ce n'est pas possible, c'est réglementé, que ce soit en agglomération ou hors agglomération. Donc depuis le 1er janvier, ce pouvoir-là a été transféré aux communautés de communes. Voilà. Donc, après échange avec les différents maires, il est plutôt prévu que la présidente de la communauté de communes ne prenne pas ce pouvoir et le laisse effectivement au maire concerné. Donc pour ça, il a fallu qu'un maire dise « je ne suis pas d'accord
pour que la présidente de la communauté de communes prenne ce pouvoir. Donc ce maire, c'était un maire de la communauté de communes. Et donc ça veut dire que d'ici le 1er juillet, ce pouvoir-là revient donc à la commune. Voilà, c'est un travail supplémentaire. Il est marginal pour nous puisqu'on n'en traite pas souvent, mais c'est encore voilà, une autre mission que l'État nous redonne. Voilà. Donc, et comment ça fonctionne, Sébastien, pour les fêtes, les cérémonies et tout, les panneaux qui sont sur les bords des routes? Ah non, là c'est plus ponctuel. Là, les panneaux que les associations mettent en place, ils le mettent en place. Alors, nous, ce qu'on invite à faire, notamment sur les départementales, c'est que les associations informent l'agence départementale à Bélem, pour éviter que l'agence, le lendemain, les enlève, puisque par définition, s'ils sont mis n'importe comment, n'importe où, et très longtemps, eh bien, le conseil départemental, bien sûr, il a tout droit pour l'enlever. Donc, on a des demandes ponctuelles, parfois en agglomération, on accorde, nous, comment j'accorde, moi, parfois l'implantation de panneaux, et donc on ne va pas les enlever, forcément. Donc, on invite vraiment les associations à faire les demandes au préalable, que ce soit aux communes, si c'est en agglomération, mais également au département, si c'est sur un niveau départemental. Voilà. Mais justement, Victor, il y avait un petit prospectus l'autre jour, et ce serait peut-être bien qu'on le communique à toutes les associations. Ça dépend du prospectus. Je ne sais pas si c'était un truc qu'il avait reçu du conseil, je sais pas si c'était du conseil départemental ou Il autre, mais... faut voir, j'ai pas vu ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'était bien de... Ouais. On avait fait un mail il n'y a pas très longtemps là-dessus. Le conseil départemental, notamment M. Bélanger, avait fait un rappel qu'on avait transmis à toutes les associations, mais s'il y a un flyer, pourquoi pas. Mais il faut qu'il soit conforme à ce que le conseil départemental a dit. Quoi. Donc non, il n'y a pas d'incidence là-dessus, Annie, ça reste du bon sens après. Quoi. Voilà pour ça. Au niveau de la carte scolaire, c'est un sujet sur lequel vous avez été informé au cours des derniers jours. Une mesure de suppression de classe, notamment à l'école André Barbet. Le processus, il est habituel, c'est-à-dire que concrètement, l'inspecteur vient en janvier voir la communauté de communes, c'est la communauté de communes qui a la compétence, pour faire un point sur les prévisions d'effectifs. Et donc, c'est, je dirais par politesse, les choses sont déjà effectivement dans les tuyaux, mais par politesse, effectivement, ça se passe comme ça. Au regard des effectifs, ce que fait l'éducation nationale, par ce contrôle, Valérie, ce qu'ils font, c'est ils prennent les prévisions d'effectifs, ils divisent par le nombre de classes actuelles, et puis ils divisent également par le nombre de classes actuelles moins une. Voilà, ce qu'on appelle effectivement les ratios, par le nombre d'élèves par classe. Et donc sur l'école Buteil, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on a un tableau. Grosso modo, comment on passe de 19 et quelques de moyenne avec le nombre de classes actuelles, et avec une suppression, on passe à 21,70, quelque chose comme ça. Donc voilà, et sur cette base-là, c'est purement arithmétique, comment ils décident de fermer les classes. Donc ça a été un petit peu le contexte dans lequel s'est présentée cette fermeture de classe. Donc il y a une mobilisation des familles. Vous avez été nombreux à venir d'ailleurs le mercredi en question auprès de l'école, sous la pluie malheureusement. Et puis au niveau de la communauté de communes et de la commune, on a fait un courrier commun pour au-delà de l'arithmétique, de dire effectivement que dans cette école, il y avait effectivement quand même des situations, notamment d'enfants effectivement en difficulté. Certes, on n'était pas en zone ou en REP ou quelque chose en réseau d'éducation prioritaire, mais qu'on souhaitait que l'éducation nationale, au-delà des chiffres et des moyennes par classe, prenne en compte aussi la situation des élèves concernés, et puis les conditions de travail indirectement aussi, parce que ça perd des enseignants qui enseignent, au regard aussi de la stabilité d'une équipe, etc. Pour le coup. Donc c'est vrai qu'au niveau arithmétique, les chiffres sont pas très glorieux, c'est évident. Pour le coup, c'est vrai que c'est toujours plus simple d'avoir à défendre un maintien de classe quand on sait qu'il va y avoir la rentrée d'après, dans un an, une
une arrivée massive de naissances, de naissance de 2000, là, ça aurait été 2022, en disant là, on a une année formidable et donc les classes vont déborder en disant ne fermez pas. Là, malheureusement, on n'avait pas cet argument à avancer. Et donc, vraisemblablement, la décision a été prise la semaine dernière de confirmer cette fermeture de classe. On a su mardi dernier. La commission a eu le matin. De toute façon, moi, j'ai même pas le droit d'en parler. En fait. Pas de réserve, un devoir de réserve, pas un droit. Moi, j'ai rien à dire. Je dois dire, je suis contente. Donc voilà, alors bon, il y a eu une démarche assez massive d'inscription quand même, hein. On a eu pas mal d'inscriptions un peu anticipées, puisque vous savez, les familles, sinon en général, il y en a toujours qui prennent le temps de s'inscrire. L'idée c'était d'avoir le maximum d'inscriptions pour se dire, il y a peut-être des élèves qui ne sont pas nés sur la commune il y a 3 ans, hein, mais qui sont arrivés, et donc on mobilise. Hein, malheureusement, en tout cas à ce jour, les chiffres ne sont pas suffisants pour inverser la tendance. Ça y est, c'est acté, hein, voilà, là, de toute façon, c'est que... Bon, après, on a vu effectivement des mesures revues en fin d'année, mais encore faut-il avoir de nouveaux éléments. Là, a priori, ça ne bougera pas. Voilà. Donc d'où l'intérêt du travail, même si effectivement je sais que comment on ne voit pas tout de suite les fruits, mais le travail que l'on fait au quotidien d'attractivité, de dynamique pour effectivement attirer des nouvelles familles avec des enfants, etc. Voilà, ça c'est un travail de longue haleine, hein, mais qu'il faut continuer à faire pour faire en sorte que comment nos écoles ne subissent pas cette démographie scolaire là, qui s'impose à tous. Moi, je considère qu'il n'y a pas de fatalité, mais il y a une réalité. Depuis, on disait au niveau des comités de communes, en 7 ans, on a dû perdre de toute façon, on a perdu progressivement un certain nombre d'élèves. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Après, on a une population aussi qui mériterait sûrement qu'on puisse, quand on rentre un petit peu toutes les données socio-économiques des enfants qui sont concernés à l'école, on a quand même une tendance à pouvoir prétendre à certaines... on n'est pas loin pour certains critères, de certains critères de Z par exemple. Sauf que voilà, on ne rentre pas dans les cases. Donc, voilà, bon, à côté de ça, puisque l'école reste quand même un sujet important, on sort là avec Jean-Claude et Liliane d'une réunion sur donc la rénovation de l'école en Barbée. Donc la communauté de communes alors a acté depuis longtemps, malheureusement il y a eu du retard, mais qu'on comprend. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est plus effectivement que la communauté de communes fait avec ses moyens, pas forcément moyens financiers, mais aussi, parce qu'il faut savoir étaler ses investissements. C'est vrai qu'il y a eu l'école de Bélem, Jean-Claude sait ce qu'il en est, puisque c'est lui qui a suivi entre autres le projet. Donc là, c'est au tour de l'école André Barbé, et on s'en réjouit. Au niveau de la communauté de communes, on aura une présentation auprès des conseillers communautaires jeudi, du pré-projet, parce qu'il y a eu des échanges assez là au cours des derniers jours avec tous les acteurs de l'école, qui a permis de faire une expression de besoin. Là, le cabinet a un peu compilé tout ça, a fait un premier jet de propositions. En tout cas, vous dire que nous, on souhaite que l'école reste là où elle est aujourd'hui, voilà, parce que je ne vous cache pas que dans les scénarios qui sont proposés, c'est combien coûterait une école neuve et sur un autre site. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on nous défend au niveau de la commune. On était plutôt, en tout cas c'était l'étude il y a 3 ans, tu te rappelles Jacques, sur la réhabilitation, considérant que, en tout cas l'architecte à l'époque qui avait fait la pré-étude, considérait que même si on a ces problèmes de sol, on avait quand même effectivement un bâtiment pour beaucoup d'aspects qui était plutôt sain et donc était plutôt dans une optique de réhabilitation. Là, les scénarios qui sont proposés, on s'orienterait aussi vers la réhabilitation, mais partielle. Peut-être que là, dans les propositions qui sont faites, c'est pourquoi pas une démolition de l'école maternelle. Parce qu'il y a quand même des mouvements de Exactement. qui sont... Tout à fait.
un peu inquiétant. Voilà, mais qui sont moins constatés du côté de l'élémentaire. Oui, oui, c'est vrai. Pour des raisons de somme, tout simplement, et voilà. Donc ce serait plutôt une solution un peu intermédiaire, donc avec, je dirais, une moitié de réhabilitation et puis une moitié de création. Et je vous rappelle aussi que dans ce projet, c'est un projet à 3 volets. Il y a le projet de réhabilitation de l'école, il y a aussi un projet de création d'une nouvelle restauration scolaire, et puis la création d'un accueil de loisirs. Voilà. Donc il y a 3 volets dans cet aspect. Et l'intérêt, c'est demain de pouvoir avoir un accueil de loisirs dédié, qui serait à la fois dédié à la garderie, le périscolaire, sur le temps scolaire, mais également pendant les petites et grandes vacances, et qu'on soit moins, effectivement, alors même si avec le temps, les choses se sont équilibrées, mais le partage de locaux, et qui n'était pas forcément très simple pour les animateurs. Il n'est pas forcément facile, mais en plus, je pense que même pour certains enfants qui sont notamment à l'école du Teil, en fait, et qui partent pas énormément en vacances, ils passent toute leur année dans les mêmes locaux, c'est-à-dire qu'ils passent leurs vacances, ils reviennent à l'école, ils sont toujours sur le même lieu. Il y a certains enfants, ne serait-ce que d'être sur un bâtiment qui serait même proche géographiquement, mais plus vraiment dans les mêmes salles, et voilà, il n'y a pas beaucoup d'ouverture pour ces enfants-là. Donc voilà, après, je ne vous cache pas que, et je conclurai là-dessus, que le premier jet nous a interpellés sur l'aspect financier. On était sur une enveloppe qu'on estimait au global, on n'avait pas réparti. Donc il y a 2 ou 3 ans, on était plutôt sur une enveloppe de 2,5 millions, 2,5 millions. Donc voilà, et là, on est sur une enveloppe globale, sur les 3 volets. Sur une enveloppe de 7-8 millions d'euros. Hors charge. Hors des études diverses. Sans les surprises. Et du neuf, sans les rajouter. Alors non, l'intérêt c'est qu'ils ont fait, mais on sera amené à vous partager les choses, puisque là le process c'est de présenter le premier jet à la communauté de communes, au conseil communautaire, mais après derrière c'est des documents qu'on pourra partager et qu'on pourra évoquer, parce qu'il va falloir nous qu'on travaille sur notre restauration scolaire, qui est notre compétence. Et là, ils ont fait dans les différents scénarios, comme je le disais, le scénario de démolition-reconstruction. À la fois démolition-reconstruction sur le même site, avec les contraintes du site et le renforcement nécessaire avec les pieux, etc. Et puis, la reconstruction sur un autre site, sans contrainte. Et on voit effectivement que dans les enveloppes, c'est plus ou moins 600 000 euros, grosso modo. Donc il n'y a pas une différence flagrante. Alors après, c'est vrai que l'éducation nationale qui était représentée par l'inspecteur, notamment on parlait du besoin. Je pense qu'il faut affiner effectivement les besoins, mais c'est vrai qu'on est forcément, il y a toujours l'idéal, c'est l'expression des besoins, des salles de classe à 70 mètres carrés, et puis effectivement la réalité qui fait que ça sera peut-être 65 mètres carrés par exemple, mais voilà, c'est l'intérêt sans créer de frustration, de faire en sorte que les acteurs expriment leurs besoins, et puis effectivement il y a la raison aussi, et puis il y a la raison financière aussi, qui fait qu'il faut trouver un compromis. Il ne s'agit pas de faire une école au rabais, sûrement pas, puisque je pense qu'au niveau de la communauté de communes, il y a une vraie ambition pour rénover cette école et faire en sorte qu'elle soit moderne, opérationnelle, une école du XXIe siècle. Mais c'est vrai que le chiffrage, on fait appel à un instant des ouvrages, on nous donne des chiffres qui sont un peu réels. Après, il faut qu'on affine un petit peu les besoins, parce que typiquement pour la restauration scolaire, comment on a exprimé le fait qu'on voyait bien une restauration scolaire qui demain pourrait être compatible avec une cuisine centrale, entre guillemets. C'est-à-dire demain, on ne sait pas comment ça va se passer, on puisse demain alimenter nos 2 écoles, on ne sait pas si pour X raisons, les normes ou des raisons de contraintes techniques ou autres, se dire demain on pourrait exporter, c'était une demande de la communauté de communes, exporter nos repas pour la crèche par exemple, c'est le principe de la cuisine centrale, et donc on disait il faut qu'elle soit opérationnelle, pas seulement pour une cuisine de restauration scolaire et pour l'école en Barbet, mais aussi qu'elle puisse demain nous permettre d'exporter, alors pas des centaines de repas par jour, mais des dizaines. Et donc très vite là, ça a fait s'envoler l'enveloppe, puisqu'on est parti ils sont partis sur une cuisine
juste la cuisine, hein, pas la restauration scolaire, une cuisine de 300 mètres carrés. Hein, donc ce qui présente. Alors une classe de 70, ça peut se voir. Mais une nouvelle école ne veut pas dire que la rouge est mal faite. Ah non. Enfin, nous, on défend toujours, en tout cas, je défends toujours au sein de la CDC le maintien de nos écoles de proximité. Et en l'occurrence, comment c'est absolument pas vraiment en question. Je rappelle juste que nous, la configuration de Mal-la-Rouge, elle est assez proche d'autres petites écoles, effectivement, sur le territoire. C'est pour ça qu'on ferme les grosses, en fait. Non, je ne vais pas attaquer Mal-la-Rouge. Non, loin de moi cette idée. C'est qu'en fait, sur des petites écoles à 2 ou 3 classes, le nivellement, enfin le nombre d'enfants répartis, si on supprime une classe, c'est tout de suite plus douloureux parce qu'on va se retrouver avec des classes avec 4, 5 niveaux. Vous imaginez, mais en fait, ça fait une classe avec petite section, moyenne section, grande section, CP, et puis les autres enfants, tous répartis avec un autre enseignant. En fait, sur ces petites écoles, supprimer un enseignant, c'est extrêmement compliqué parce qu'en fait, on se retrouve avec des niveaux très très différents dans une même classe. Du coup, supprimer sur une grosse école comme la nôtre, ou comme sur d'autres, hein, peu importe, où le nombre d'enfants et le nombre d'enseignants est bien plus important, c'est moins douloureux finalement. Mais à contrario, une grande école, ça permet d'avoir par exemple une salle informatique, une salle. C'est plus le modèle de la salle informatique aujourd'hui. Non, mais c'est plus le modèle aujourd'hui. Parce que je pense qu'à Mal-et-la-Rouge, par exemple, ils sont bien en dessous des 21 enfants par classe. Pas beaucoup moins, mais ils sont en dessous. Voilà. Il y a des classes, des petites écoles qui fonctionnent avec des 14-15 enfants par classe. Nous, ce ne sera jamais le cas. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'une grande école, ça permet d'avoir plus d'activités. Oui, mais il y a aussi une idée de proximité, je pense, qui peut se défendre. Les parents qui peuvent dire, attention, il y a une belle école au Teil, il y a plusieurs qui peuvent avoir accès à plusieurs choses. Pourquoi je les mettrai à la rouge et à Malte? Ah, mais ça peut être l'inverse. Oui, mais nous, Miguel, on a toujours, en tout cas au niveau de la communauté de communes, on a toujours en tout cas donné les mêmes moyens effectivement aux écoles. La seule différence, je pense, et c'est l'argument qu'on avance parfois auprès des familles qui veulent absolument avoir leur dérogation pour le taille, etc., c'est effectivement l'école un peu plus à taille humaine, entre guillemets, c'est-à-dire que concrètement, un enfant, il va se retrouver au pire dans une école où il y aura tout au plus 50 gamins. Voilà, c'est ce qu'on met en avant pour des enfants du secteur de Mal-la-Rouge qui se disent, ah bah oui, voilà, mais après, c'est l'équipe enseignante, c'est la configuration aussi qui fait qu'on a le papy ou la mamie effectivement pas loin, etc. Mais c'est vrai qu'après, moi je pense qu'il y a un indicateur qui est important, c'est la stabilité des équipes. Pour le coup, avant tout, quand on est. Je sais pas. Non, mais je pense que les deux versions ont des avantages et des inconvénients en fait. Je pense que c'est à chacun de mesurer, mais je pense qu'il y a une idée de proximité sur les petites classes qui est quand même intéressante. Quand on est un petit enfant, si l'école elle n'est pas loin de la maison, je pense qu'on a tout à y gagner sur le déroulement de la journée. Voilà, donc même si voilà, il y a ces mesures de carte scolaire qui s'imposent à nous, pour autant, voilà, il y a ce projet qui avance, alors avec un peu de retard, mais qui avance sûrement. Et puis voilà, donc on sort de cette réunion, donc je voulais vous faire ce petit retour. Et puis vous dire également, ça je l'ai appris il y a quelques jours, donc sur l'école de Mal-la-Rouge, je posais la question des rythmes scolaires. On arrive à la période des 3 ans, tous les 3 ans, la question des rythmes scolaires se repose. Donc au taille, rassemblement, elle ne se pose pas. Donc voilà. En revanche, sur Mal-la-Rouge, effectivement, la question se posait. Donc il y a eu un questionnaire qui a été mené donc auprès des familles. Et globalement, la majorité des familles souhaitent rester à la semaine des 4 jours et demi. Même si, là, la particularité, c'est toujours ce sujet des rythmes scolaires entre les élèves de maternelle et les élèves d'élémentaire. Voilà. Et certains qui considèrent que autant c'est intéressant effectivement les 5 demi-journées pour l'élémentaire, autant pour la maternelle. Voilà. Donc je ne vais pas ouvrir le débat ce soir sur le sujet, mais vous dire que cette réflexion est à nouveau ouverte et donc la tendance en tout cas sur la commune serait un maintien des 4 jours et demi sur les 3 sites. C'est la tendance qui se dessine. Voilà.
l'Agence de la transition écologique, qui propose de mettre en place un groupe, une communauté d'élus référents sur l'ensemble de la région. Et donc l'idée c'est de pouvoir les réunir une fois par an ou en visio, et donc 2 heures tous les 3 mois en visio. Voilà, l'idée c'est de créer un réseau d'élus référents sur la transition écologique. Voilà, donc on va vous envoyer le petit courrier. J'ai déjà mis un petit information à Dominique, parce que assez naturellement, effectivement, il serait peut-être. Alors, c'est pas limitatif, donc on peut avoir plusieurs référents, pour le coup. Donc voilà, à voir comment ça se transforme, parce que les correspondants et les réseaux, on les connaît. Là, par exemple, il y a les correspondants défense qui ont reçu le liste, on a transmis les éléments, Michael. Vous savez qu'en début de mandat, on a nommé Michael correspondant défense, sauf qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc là, ça ressurgit, on nous demande qui est notre référent correspondant défense. Donc on a redit que c'était Michael Dubois. Donc tu nous diras si ça avance un peu plus. Mais voilà, donc du côté de l'ADEME et de la transition écologique, on verra ce que ça donne. Ça peut être intéressant, effectivement, d'avoir du réseau, d'avoir des retours d'expérience, après voir dans quelle mesure ça peut être utile. Voilà, écoutez, j'en ai terminé dans les informations diverses. Jean-Claude? Donc, je vous confirme la surface de plancher et 65 mètres carrés. 65. En tout. Pour le niveau? Sur 50 mètres carrés entre le rez-de-chaussée et le premier étage, et 15 mètres carrés en haut. Ok. D'autres points? Moi, autrement, non. Le local enseignement UNA, le carrelage est terminé. Nous allons attaquer la façade sûrement début de semaine prochaine. Et il faut plafonner en rien. Voilà, autrement, non. On regarde ce que c'est. Merci. Annie? Moi, j'ai quelques plaintes de particuliers concernant des blaireaux qui font des dégâts énormes dans les clôtures, dans les talus et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Parce qu'il paraît que c'est protéger les blaireaux. Et on est sûr que c'est des blaireaux? Ah oui, oui. Ah, oui, oui. C'est un blaireau. Tu les as vus? Non, non, mais C'est un blaireau, c'est les gens sur la route et des gens. C'est avec un B, moi, avec un B. Ils arrivent à trouver les clôtures chez Madame Voyage, chez des travail. C'est impressionnant. Les dégâts qu'ils peuvent faire. Je ne sais pas si vous avez. Ce qu'on fait contre les. C'est protégé? C'est protégé, bah oui. Mais on en a énormément, en fin de compte. Je ne sais pas si ça fait beaucoup depuis une année. Ah bah oui. Et ça fait vraiment des dégâts. Au niveau des chemins qui sont, notamment par des la terre, elle descend. Bon. Ça déroule comme d'avocat. Quand? Ça fait des sacrés dégâts, moi chez moi. Ça déroule la pelouse comme de la moquette. Ah oui, d'accord. Puis sur des grandes surfaces. Là, le problème, c'est que la terre, elle arrive même sur les routes et tout, c'est impressionnant. Bon, on n'a pas d'éléments de réponse pour toi ce soir. Donc, rien pour les blaireaux, d'accord. Allez, regarde, on va pas. Le blaireau est classé espèce de faune protégée. Bah oui. Oui, mais enfin là, ils nous envahissent, franchement. C'est un gros sanglier. C'est comme ils sont tués. Allez, on poursuit, Yannick. Sinon, Madame l'abbé vend donc le moulin à côté et les locataires s'en vont au premier jour. Donc je pense qu'elle a, j'ai vu ton mail, donc je pense qu'elle va relancer. Ça y est. Elle a lancé, ça y est. D'accord. On lui a répondu, ou si c'est pas fait, ça va être fait cette semaine. Pour un mur, un mur entre notre propriété et puis sa propriété. Donc on avait effectivement eu quelques interrogations sur la propriété de ce mur, et vraisemblablement comment cette propriété nous revient. Voilà, donc on va effectivement devoir faire ces travaux et les mettre à l'ordre du jour, puisque c'est un mur qui est quand même éboulé depuis quelques temps. Voilà, on va dire quelques temps. Donc on va faire une réponse dans ce sens à Madame l'abbé, puis actualiser le devis, parce qu'il y avait 2 devis, je crois, à l'époque, qui avaient été réalisés. Ok. Sinon, le florisson est en cours avec Gaël. Dès que ce sera prêt, on fera une commission pour Parlez fort, parce qu'on entend toujours.
Donc le fleurissement est en cours, le thème sera certainement les Jeux Olympiques et les 80 ans du débarquement. Donc on va certainement être beaucoup en bleu, blanc, rouge, en système de drapeaux, en fin de compte au niveau des fenêtres. Ça passe comme des drapeaux qui tombent. Mais bon, tout n'est pas fini, on voit avec elle, et on réunira la commission quand on sera prêt. Et ça va pas tarder. Merci Annie. Eliane. La commission vie associative se réunit demain, comme prévu, pour étudier les dossiers de subvention. Et la semaine dernière, nous avons réuni un groupe de travail pour le jumelage, donc qui a réuni à peu près une vingtaine de personnes. Et bien, ça s'est bien passé. On a commencé donc l'organisation pour recevoir une petite délégation, pour voir avec eux comment on peut faire du jumelage. Donc on a prévu ça, on les a invités pour le 22-23 juin. Donc, le 6 juillet, le 6 juillet, oui, bon, de préférence pour nous le 22-23 juin. Donc voilà, on va voir avec eux pour qu'ils viennent nous expliquer surtout comment ça se passe leur jumelage et ce que nous on peut faire. Voilà. C'est en bonne voie. Ils sont toujours partants. Merci. D'autres points? Ok. Heidi. Jeudi, on a réunion signalétique avec la commission de commerce et donc jeudi soir, c'est avec les commerçants pour échanger avec eux sur notre projet de signalétique et vendredi matin avec les industriels également pour échanger avec eux. L'organisation du carnaval a commencé, donc les APE se sont réunis vendredi pour travailler sur Monsieur Carnaval. Vous avez reçu la convocation? Non. 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 Non, c'est pas reçu. Ah, rien. Non. Pour la commission commerce, on l'a envoyé. On l'a fait il y a 3 semaines. Donc on en avait parlé à la dernière réunion. C'était à 19h le jeudi et 8h le vendredi matin. Pour la réunion de la signalétique, il y a une réunion CDC à la même heure. À 18h. 18h. Ouais. 18h30. Ouais, 19h. 19h. Non, mais l'ordre du jour de la CDC est assez court. Il y a juste essentiellement la présentation de l'école et puis un point, ça va être assez court l'ordre du jour de la CDC. Bon, à revoir si on envoie de la convocation alors. C'est des dates qu'on avait fixées lors du dernier groupe. Le dernier groupe de travail, on avait fixé. Ouais, mais par contre. Michael, je n'étais pas, mais. Et puis donc voilà. Donc le carnaval, tu disais? Donc le carnaval, les APE se sont réunis pour faire des groupes de travail pour préparer M. Carnaval. Donc on leur a mis à disposition le local au bout de la mairie pour faire leurs ateliers. D'accord. Et tu nous rappelles la date? Le 23 mars, donc c'est sur le thème des clowns. De carnaval, sur le thème des clowns, donc il faudra beaucoup de clowns présents sur un détail pour. Après les Merci Heidi. Dominique. Alors déjà, je vais communiquer un événement donc à la demande de Martine Georget qui est souffrante. Donc cela concerne les événements, donc les cérémonies qui auront lieu pour le 80e anniversaire du débarquement, avec différentes choses qui vont se passer sur notre commune. Donc ça aura lieu du 25 au 28 mai au foyer Théois. Donc le foyer Théois est mis à disposition leurs locaux pour les événements. Donc le contenu de ces 3 jours, donc on aura une exposition de matériel militaire d'époque avec des véhicules, des vêtements, des ustensiles. Il y aura donc mémoire et transmission avec les primaires et les collégiens, donc des témoignages et échanges intergénérationnels. On aura aussi un défilé de véhicules, la constitution d'un camp et un film et chorale. Donc pour la participation, donc on a les associations du patrimoine, on a des collectionneurs, des civils, enfin des particuliers,
d'anciens professeurs des écoles et du collège et aussi d'élus. Je peux vous donner le programme un peu plus détaillé, je ne sais pas si on a le temps. Si on a le temps, ça va fonctionner. Il faut parler plus fort. Excusez-moi, donc je vais parler plus fort. Le samedi 25 mai, ouverture de l'exposition Devoir de mémoire et transmission avec Monsieur le maire qui ouvrira l'exposition à partir de 14h. Participation des collectionneurs à la guinguette, puisque c'est le jour où on aura le spectacle guinguette. Et l'idée, c'est que les véhicules se déplacent avec la guinguette vers l'embarcadère et prendront position pour certains véhicules sur l'emplacement. Donc, on a trouvé que ça pouvait donner quelque chose d'intéressant. Le dimanche 26 mai, donc l'exposition de 10h à 18h, avec une messe aussi qui est prévue. Une commémoration d'un monument aux morts du Teil-sur-Huisne avec les anciens combattants, l'harmonie de Saint-Germain-de-la-Cour et le conseil municipal jeune qui chantera la Marseillaise. On aura également un défilé de véhicules et une chorale à l'église dans l'après-midi. Le lundi 27 mai, c'est les ateliers avec les primaires le matin et les collégiens l'après-midi, avec des échanges avec des échanges de témoignages, et puis avec quelques professeurs, si je prends bien. Et le mardi 28 mai, c'est les ateliers avec les écoles primaires. Voilà pour le spectacle, enfin pour cette cérémonie. En ce qui nous concerne, on a récupéré cette semaine quasiment l'ensemble, l'ensemble des diagnostics énergétiques des bâtiments qu'on a à la location. Donc je compile tout ça de manière à ce qu'on regarde quels sont les travaux et réaménagements qu'il y a à faire dans les bâtiments et on verra dans quelle mesure ils seront phasés, mis en place ou pas en fonction des bâtiments, puisqu'il y a des bâtiments pour lesquels il y a de très gros travaux à faire et des bâtiments pour lesquels les choses vont mieux. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on s'oriente a priori en ce qui concerne la conférence dont je vous ai parlé l'autre jour en réunion de travail pour quelque chose vers la fin du mois de mars, autour de la vingtaine de mars. Conférence sur quoi? Conférence sur les énergies renouvelables, donc où il sera fait une présentation de façon totalement neutre de ce qu'il peut, déjà d'un état des lieux sur les besoins en énergie que nous avons tous et sur les moyens de produire ces énergies renouvelables dans le cadre de la transition énergétique. Le principe est de transmettre une information la plus objective, la plus dépassionnée possible, parce qu'on sait que ce sujet suscite, parce que très clairement devant nous, on a à se positionner sur les déploiements des éoliennes, sur les champs photovoltaïques, etc. Et à un moment donné, il faut aussi que les administrés effectivement aient une information objective sur les choses. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de meilleure solution que d'autres, si ce n'est effectivement, il y a toujours une part d'investissement, de risque. Nous, c'est vrai qu'on s'oriente quand même plus vers le photovoltaïque. Pour autant, l'État sera amené à nous demander des engagements sur le sujet. Donc c'est déjà le cas. Donc c'est vrai que l'idée, c'est aussi de pouvoir informer la population et les éclairer sur ce type d'énergie et qu'on puisse, nous, confirmer nos orientations. Donc l'idée, c'est de faire une réunion dans laquelle le conseil municipal serait convié, mais aussi que ce soit élargi à une conférence destinée au grand public dans le cadre d'une réunion publique, et j'ai eu une information là qui est toute récente de ce soir, puisque la ville d'Argentan, c'est auprès de la ville d'Argentan que j'ai découvert cette conférence qu'ils ont proposé cet hiver à leur population. On aura un retour d'expérience de la ville d'Argentan qui aujourd'hui est considérée comme la meilleure ville de Normandie en termes de transition énergétique et parmi les meilleures de France. Et j'ai donc un message ce soir, monsieur le maire d'Argentan serait disposé à venir faire ce retour d'expérience ce soir-là. Donc je vous tiens au courant sur la suite de ces événements. Merci Dominique. Isabelle. Juste pour vous dire qu'on est en train de travailler sur le bulletin
Ça, numéro 19. Donc il sortirait en mai. Sortirait semaine 21. Ça parle à tout le monde la semaine 21? Non, je l'ai pas. Non, non plus. D'accord, donc c'est mai-juin. Oui, mais. D'accord. Une distribution début juin. C'est le 20 mai. D'accord. Merci Isabelle. Jean-Jacques? Donc, pour moi, on travaille sur la remise en état des chemins non revêtus, c'est-à-dire les chemins en pierre qui ont bien souffert avec les intempéries. Donc, on démarre ça demain. Et en se rapprochant des riverains pour voir les conséquences que ça peut apporter si on met un fossé ou un truc comme ça. Donc, on travaille avec eux. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai. Très bien. Merci Jean-Jacques. Des questions les collègues? Des questions. René. Je voudrais savoir où ça en est la maison là, pour les nounous. On peut parler. À la MAM. Alors, on en avait parlé en informations diverses. Hein, donc, vous avez précisé effectivement que je n'avais pas donné suite au projet, puisque lorsqu'on a pris la délibération, c'était en novembre. Comment l'idée, c'était qu'on ait en face un financement par la CAF. Et pour le coup, effectivement, les délais étaient effectivement passés, épuisés, donc il n'était pas possible effectivement d'avoir un financement de la CAF. Depuis, donc en réunion d'adjoint, effectivement, on en a discuté, et au regard effectivement du budget 2024-2025 qui sera proposé, je pense qu'effectivement, il y a sans doute d'autres orientations qui ne nous permettront pas effectivement d'acheter une maison. Je vous rappelle que c'était un budget de 200 000 €. Donc vous l'apprécierez au débat d'orientation budgétaire. Je pense que notre marge de manœuvre, effectivement, avec les projets que l'on a, certes, investir dans la pierre, effectivement, c'est une chose. Et y aller avec un financement, il était de l'ordre de 50%, c'est intéressant, mais c'est toujours, effectivement, 50% à sortir de la poche de la commune. Pour le moment, effectivement, il est convenu plutôt qu'on mette notre implication financière en suspens. Pour autant, et on va rencontrer à nouveau les personnes concernées, on peut soutenir un projet, mais on ne pourra pas le soutenir financièrement. Voilà. Mais le besoin de garde demeure, même si la crèche a augmenté son nombre de places, donc avec les travaux qui ont été réalisés, c'est 4 places supplémentaires. Pour autant, ça ne permet pas de répondre à toute la demande. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, essentiellement, ce sont les familles de notre commune, et c'est très bien, qui sont accueillies, mais pour autant, on a beaucoup de demandes, notamment de la part de salariés qui viennent travailler sur notre commune et qu'on ne peut pas accueillir faute de place. Donc ça ne remet pas en question, je dirais, la nécessité d'avoir des moyens de garde complémentaires, mais c'est plutôt là sur l'aspect financier que les choses ne suivent pas. Voilà. Philippe, pardon. J'en ai une autre. Le panneau numérique, là, il est en panne en ce moment. Oui, j'ai vu ça hier. Oui, enfin, en panne, il y a une bande. Il y a plusieurs bandes qui sont. Plusieurs maintenant? Oui. Ouais. Donc on a ouvert une. C'est dommage. C'est en cours. Alors je vous le cache pas, c'est en cours, c'est-à-dire qu'on a un fournisseur. Mais je vous cache pas que le fournisseur là, on attend un devis. Ils sont en train d'analyser le problème. Mais je vous rappelle que le dernier devis qu'on a reçu de leur part, il était sur 4 500 balles. Pourquoi? Parce qu'ils nous disent, écoutez, nous si on déplace une équipe, on n'y va pas pour rien. Donc on vous prévoit effectivement le max, et puis au pire c'est une bonne surprise. Sauf que finalement on avait changé avec les services techniques, on avait changé les cartes SIM, et ça a fonctionné. Donc voilà, donc autant vous dire qu'au niveau du SAV, c'est vrai que c'est quand même pas. Nous, c'était notre premier panneau à l'époque qu'on a acheté. Donc c'est vrai qu'on avait comparé. On n'avait pas été trop attentif à l'aspect SAV, parce qu'on a fait le choix, effectivement, pour dire toute la vérité, on a fait le choix de ne pas souscrire au contrat de maintenance, qui nous font payer par définition, en disant vous n'avez pas souscrit le contrat de maintenance, mais voilà. Donc sur le sujet là, on est quand même en contact avec eux, donc Victor a déclaré le problème, et on est en attente du devis. Mais je ne te cache pas que s'ils nous envoient un devis à 4 500 €, bon, là c'est peut-être, le problème il est identifié, ils vont nous dire d'emblée, je pense, j'espère qu'ils vont
pouvoir nous dire d'emblée, voilà, c'est des LED qui ne fonctionnent plus, il faut remplacer effectivement toute une bande de LED. J'espère que ça sera beaucoup plus précis qu'un devis à 4 500 €. Il n'y a que d'un côté, hein, René. Il n'y a que d'un côté. Quand on vient de l'installation, des fois c'était là, il y avait tous les là, ça va longtemps. Oui. On voit encore ou pas du tout? D'un côté on voit, mais de l'autre côté non. Non, on ne voit plus du tout. Ah si, on voit, mais c'est court. C'est difficile, la lecture est difficile. Voilà, on ne peut pas lire comme il faut. Bon, maintenant c'est en cours, René. Et ils n'ont pas dit le fait de l'éteindre, de le rallumer. Est-ce qu'on l'a fait ça? De laisser l'allumer. Oui, mais est-ce qu'on l'a fait ça? Est-ce qu'on a éteint? Ah oui! Le couper, ils pourront nous dire ça. Quand à l'époque on a demandé l'abaissement de la luminosité, ils nous avaient dit ouais, vous savez, c'est pas recommandé. 5 ans plus tard, qu'on l'a acheté en 2017-2018, je crois, le panneau. Donc 5 ans, 6 ans plus tard, ils pourront nous dire ça. Bon, ce qui me rassure ou pas, c'est que Saint-Germain a fait le choix du même prestataire et depuis juillet, les actualités du panneau de Saint-Germain se sont arrêtées en juillet. Donc ça veut dire que ne vous étonnez pas, non mais ça pourrait être le cas malheureusement, c'est-à-dire que il y a l'arrêté de sécheresse, etc. Alors ça va, les horaires de mairie, ça reste toujours d'actualité, mais ça on a discuté avec le maire de Saint-Germain hier et il rencontre les mêmes difficultés. Donc il faudra être attentif demain si on renouvelle ce panneau à voir ce qu'il y a dans le SAV. Malheureusement c'est en faisant qu'on apprend, c'est comme l'histoire de la vidéo protection. Prendre la maintenance dès le départ parce qu'après c'est très compliqué d'avoir un mainteneur. Typiquement là, c'est de s'assurer que derrière les contrats de maintenance ne coûtent pas une somme astronomique parce que typiquement si on n'a pas pris à l'époque le contrat de maintenance, c'est qu'il était cher. Voilà, donc à suivre. René, on fait au mieux. Philippe. Oui, j'ai rejoint un livre pour les nuisibles au bord de la rivière sur Saint-Agnan. J'en compte facilement 6, 7, voire de plus en plus. Alors, les nuisibles, tu parles des méros? Non, là c'est en Bordeaux. Il y a un bord du radeau, je vais y arriver, je ne pas du Bordeaux. C'est des radeaux. Mais c'est. Un gondin ou radeau? Oui. C'est des grosses bêtes? Oui, c'est des grosses bêtes. Et est-ce que comment sur Saint-Agnan, il y a un piégeur? Oui, je crois. Il y a déjà de la riche qui est venu. Il vient Richard là-bas? Il est déjà venu, il en a faut y en dire, s'il y en a pas que ça. C'est ça l'objet de Philippe, tu penses qu'il faut qu'on intervienne pour... je pense sur Saint-Agnan. Saint-Agnan, parce que je vais Saint-Agnan, bien sûr. Et c'est vrai qu'il y en a au pont parce qu'on les voit quelquefois même sur le banc, tout au en bord de la centre-bourg. rivière. Et je trouve qu'ils se rapprochent de plus en plus du bourg. Comme ils sont liés, comme de chez eux. Je vais au-delà de la maison, je peux les comptabiliser facilement. Et ils se rapprochent de plus en plus du moulin. D'accord. Donc, Harry, c'est grand contact avec Richard. Pour qu'il intervienne. Il est venu l'année dernière, Richard. À mon avis, ils sont de la grosseur d'un caniche ou d'un Foxal. Ah ouais, quand même. Oui, Et toi, tu les vois, sans problème. Ils traversent. Mais ils sont pas sur la maison, je donne sur l'air. Quand on est même sur le chemin, on voit les voit. Monsieur Cabaret qui habite Dorado, il dit qu'il les voit régulièrement. Là, derrière Chabadi, des fois tu vois les vaches énormes. Il y en a un qui a été écrit, il devrait un gros chien. Tellement qu'il est. Bon, je ne sais pas quelle vitesse ça se fait ça, mais après il faut que les cages soient suffisamment grandes. C'est fait pour la marche. D'accord. D'autres points, Philippe? Non, c'était pour. Miguel. Je voulais savoir si les nichoirs qui sont nettoyés. Et on a même le plaisir d'avoir eu, ça j'y croyais pas, mais ça a fonctionné, des nichoirs à. Les anges? Non, pas les hirondelles, mais j'ai pas le même le mot ce soir. Les grosses hirondelles. Ah ouais? J'ai eu un bug ce soir. Les nichoirs à martinets sont occupés aussi. Ah ouais. C'est très bien. Oui, ils sont nettoyés tous les deux. Et on en a reposé la personne. Il était arrivé l'année dernière, je crois. Enfin, il me semble qu'il y en a un peu en stock à reposer. Et on en a encore dans les écoles? Oui, ils sont toujours là.
D'accord. Et avec les enfants, alors comment ça se passe? Il y a toujours de l'interaction ou... Et là. D'accord. D'accord. Après, il y en a, pour l'instant, les oiseaux, il y en a plus d'installés. Nous, le bâtiment, c'est des espèces de plaques préfabriquées. Et en fait, ça fait une petite fente entre le haut du rez-de-chaussée et le sol du premier étage. Et en fait, il y a plein d'oiseaux qui nichent là. C'est plutôt des moineaux, hein. Mais oui. Dans le cadre de la reconstruction de bâtiments, il est intelligent de penser à trouver des emplacements pour les oiseaux. Et ça, aujourd'hui, on fait des bâtiments étanches, et les oiseaux n'ont plus où se mettre. Et c'est un problème. Là, on en a beaucoup. Et les panneaux solaires. À cet endroit-là. De mettre des panneaux solaires? Oui, j'entends. Bien sûr. Si l'école est réhabilitée, c'est dans un quartier où justement c'est posé problème de l'éclairage solaire ou pas. On est dans le même quartier. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et pour l'instant, là, on en est. Oui, non, mais. Tu as raison. Oui, non, mais. C'est des choses. Hein, et je rappelle d'ailleurs, on a évoqué la semaine dernière en réunion d'équipe, comment on rencontre la semaine prochaine, dans le cadre d'un premier rendez-vous, comment donc un interlocuteur pour envisager donc un système de chauffage commun entre l'école, la résidence, etc. Il faut qu'on avance, il faut que la commission travaille sur le sujet, parce que c'est vrai que la communauté de communes, si on n'a rien à proposer, elle optera pour un système de chauffage individuel, en tout cas propre à l'établissement, alors que là on a quand même 3 établissements réunis entre la résidence autonomie, le centre de santé et l'école, voire le quartier, mais donc sur un mode de chauffage commun. Est-ce que je fais allusion à la zone d'accélération, la conférence à laquelle j'ai assisté la semaine dernière, là, sur la zone d'accélération des énergies renouvelables ou pas, ou on voit ça plus tard? Ouais, on voit ça plus tard, ouais. Parce que Miguel, d'autres. J'ai vu une. Le magasin éphémère. Patrick, ouais. Il faut aussi revenir, c'est dit. Ah, c'était pas fini. Alors, bon, enfin, comment Heidi, je te laisse répondre? Donc c'était en bail commercial. C'était pas un local éphémère. Donc, c'était un bail commercial pour 3 ans. Et donc la locataire a souhaité mettre un terme au bail pour des raisons de travaux qui n'auraient pas été faits en temps et en heure à son goût. Donc tout devait être fait en partie, suivant nos capacités qui devaient être faits en janvier, mais bon, on a décidé de partir. Donc on a décidé de la laisser partir sans frais de sa part. Parce qu'on ne peut pas sortir comme ça d'un bail commercial. C'est pas une explication. Donc elle est sortie du bail commercial, on a fait l'état des lieux le jeudi. Donc elle est partie jeudi. Le local est vide depuis jeudi. Voilà. Après, sur le sujet, on n'a pas répondu aux attaques diverses et variées, effectivement, sur les réseaux sociaux. Mais c'est bien. C'est qu'on était sur le marché, même Auguste, il a dit comment ça se fait que c'est fermé. Oui, il est même pas au courant. Non, mais nous, on n'assure pas le service après-vente dès qu'il y a des personnes qui partent. Je pense qu'elle a suffisamment, effectivement, annoncé son départ et expliqué les raisons de son départ pour que toute la population en soit informée. En revanche, je pense que de ces aventures, entre guillemets, on tire des leçons, notamment à partir du moment où on fait de l'éphémère, on sera sur des conventions effectivement assez légères, et ça on fera par nous-mêmes. En revanche, si on repart sur du bail commercial, c'est vrai que là, fort de la première expérience, on s'était dit à un porteur de projet qui arrive, on ne va pas lui faire supporter effectivement le coût d'acte chez un notaire, etc. On fait l'économie tout de suite de 700, 800, 200 euros. Là, on s'est dit, bon, on va le faire nous-mêmes. On voit effectivement que on n'est pas, il y a des professionnels pour ça, pour faire des actes. Donc, le premier enseignement, c'est qu'on ne fera plus, donc, en bail commercial, j'entends des choses sans que ça passe par un notaire, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, et c'est ce qu'on fait actuellement sur l'ensemble de nos logements, c'est-à-dire qu'après travaux, lorsqu'on fait des travaux, on réactualisera nos diagnostics pour qu'on soit bien au clair, puisque dans le local de chat, donc au 21 Place des Tilleuls, on n'avait pas réactualisé après travaux, alors que l'idée c'est de le faire, puisqu'on fait des travaux, on a fait quand même, certes pas de gros travaux d'isolation, mais on en a fait. Donc l'idée c'est de systématiquement, bien sûr, avoir des diagnostics à jour pour qu'on soit bien au clair et qu'on soit modèle en la matière. Donc voilà. Bon, malheureusement, de mauvaises aventures, il faut en tirer aussi des leçons et ça en fait partie.
Donc là, le principe étant qu'on ait deux commerces disponibles, l'un qui se termine, comme disait Jean-Claude, le local 21 qui est à nouveau disponible. Donc là, les diagnostics vont être effectués dans les prochains jours. Donc on aura effectivement une idée assez précise de notre catégorie par rapport à ça. Et puis derrière, c'est sans doute de repartir au moins pour l'un sur l'éphémère. Hein. Et puis vraisemblablement, Heidi a déjà un contact pour un mail commercial, donc à voir comment ça peut se passer. Voilà. Mais on poursuit, et donc ça serait que je profite aussi de le local, notamment ex-UNA, il y a eu une grosse intervention de nos services techniques. Donc j'ai eu le travail qui a été développé. C'est l'intérêt aussi d'avoir des compétences dans nos équipes, c'est de pouvoir faire des choses nous-mêmes. Donc certes, ça met du temps, mais c'est propice aussi l'hiver, et ça permet de faire un travail, j'espère, en tout cas, et des buts de qualité pour offrir les meilleures conditions aux futurs locataires. Et le voie de passage, on le voit toujours? Oui, toujours, bien sûr. Ouais. Il est un peu plus dégagé quand même. Mais oui, on a toujours le droit de passage. Je suis pas retourné dans la cave, je ne sais pas dans quel état est la cave. J'avais été, moi, été vite. Bon, c'est bon signe. C'est pour ça que j'avais demandé de mettre de la lumière dedans pendant qu'on faisait les travaux. Ah oui, on a mis la lumière? Non, peut-être pas encore. Non. Là, vraiment, je sais pas. Et le lotissement, la rouge, ça se vend, ça? Toujours, on a toujours les deux mêmes réservations, permis de construire, effectivement, qui travaillent avec les architectes. On n'a pas de nouvelles demandes, pas de nouvelles réservations. Moi, je pense que là-dessus, il faudrait j'en parlais avec les collègues l'autre jour, il faudrait qu'on ait une action de commercialisation peut-être plus incitative, voilà, parce que malheureusement, c'est vrai que le contexte des emprunts bancaires est toujours difficile. On a toujours effectivement le sujet du prix, ça reste un sujet important. Pour autant, quand on regarde effectivement autour de nous, notre prix reste effectivement, je pense, correct. Alors effectivement, on ne peut pas s'aligner à 25 € comme dans certaines autres communes. Mais comment? Je ne sais pas comment ils font. Je vous rappelle que notre prix coûtant au mètre carré, c'était 69 €. Donc ça veut dire qu'on prend déjà 20 € sur le budget de la commune. Donc voilà, après si vous avez des idées pour relancer la com, moi je suis preneur. On a des dossiers chez les constructeurs de maisons. Ouais, tout à fait. Agent immobilier aussi, mais il faut qu'on relance. Une communication, ça c'était il y a quelques mois, donc il faut qu'on relance les choses. On a un contact étroit avec les maisons. C'est le contexte parce qu'à Bézé, ils ont un petit lotissement et leurs parcelles, ils sont presque vendus et pratiquement moins plus que nous. Sauf que c'est la Sarthe. C'est pas loin. Et donc non, mais ils ont réussi à vendre. Mais c'était avant, ils sont non, là, ils vont rester il faut avouer que le contexte du bâtiment en neuf. Non, il doit leur rester un ou deux terrains, mais ils ont vendu. Après, ils sont sur le territoire de la Sarthe. Peut-être que c'est un peu plus attractif sur le proche de la part des Bernard. Il y a une pancarte. C'est pas cher. C'est pas du tout le prix. Ils sont un petit peu moins chers, mais c'est. Sur la combien? 45. 45, c'est 45. Pour nous, 49. Est-ce qu'on est sur le bon coin? Il y a pas mal de communes, j'ai vu qu'ils les proposent sur le bon coin, leur terrain. On s'est mis au bon coin, mais je pense qu'il faut qu'on relance. Non, tu as raison, Valérie, il faut qu'on relance. On va faire ça avec Isabelle. On l'avait mis, oui, certains notaires l'ont mis, mais en revanche, nous on peut le faire aussi. On peut le faire en direct. Il y a pas mal de communes qui le faisaient. Maintenant, il faut qu'on relance c'est vrai qu'on avait fait une publicité assez offensive, et je pense qu'il faut le faire dans le temps. Il faut la renouveler par définition. Donc on va refaire ça. Et si vous avez des idées lumineuses, n'hésitez pas. Pour le coup, elles seront les bienvenues. Voilà. D'autres questions? Eh bien, l'écran s'éteint. Jean-Paul? Rendez-vous de l'adressage. Alors, l'adressage, c'est un gros dossier. L'adressage. Il y avait pas un délai, peut-être le mois de juin pour que... Si. Et je pense qu'on va respecter ce délai.
L'adressage, hein, je vous rappelle que ça date d'il y a quasiment le début de mandat, pour le coup. Donc il y a eu un gros travail qui a été effectué, notamment avec notre collaboratrice qui est restée pendant un an, là, qui est partie en février. Donc un gros travail qui a été fait dans chaque commune historique. Et on doit finaliser et peaufiner l'ensemble. Donc ce que j'ai prévu avec la nouvelle collaboratrice qui est arrivée là, c'est d'organiser une réunion par commune historique. Voilà, on se voit 1h, 1h30. On balaie le travail que vous avez réalisé. Logiquement, tous les problèmes ont été réglés. Hein. On les valide ensemble, entre guillemets, moi je les ai en tête. Et puis effectivement ensuite, donc on fait ça pour l'ensemble des communes historiques. Hein, sur le TEG, il nous reste 2-3 points effectivement à revoir. J'ai envoyé des courriers dans des quartiers qui sont susceptibles de changer de nom, hein, pour vous rappeler, hein, là où on change de nom. L'idée c'est d'envoyer un courrier aux personnes, leur dire voilà, dans le cadre de l'adressage, on va être obligé de changer votre nom. Donc on vous demande, on joue la concertation, faites-nous vos propositions d'idées. Hein, ça a déclenché l'idée aussi du courrier, c'est de déclencher des réactions. Hein, et ça a été le cas par exemple la semaine dernière, on est allé au million, hein, parce qu'en disant mais nous pourquoi on va changer, etc. Donc finalement on a trouvé un terrain d'entente, hein, on a trouvé effectivement dans tous les cas il faut que certains changent de nom, hein, mais la règle c'est de faire en sorte que ce soit la rue qui ait le moins d'habitants qui change de nom pour faire moins d'impact en fait. Donc au hameau de la Pelzinière, pour rencontrer des habitants voilà, de la même manière, hein, pour expliquer, pour dire voilà, c'est pas nous un jour qui avons décidé hein, de changer le nom d'une rue, hein, c'est bien pour faire en sorte de remettre tout sur la table et qu'il n'y ait plus d'ambiguïté possible entre un hameau de la Pelzinière un jour et puis la rue de la Pelzinière à 300 mètres. Quoi, hein, donc voilà. Donc ce travail-là, on va fixer les dates d'ici entre mars et début avril. Voilà. Une fois que ces réunions de travail vont être faites, on aura finalisé une liste. Et mon objectif, c'est qu'en juin, on présente la liste de toutes nos rues lieux-dits de la commune et qui feront l'objet d'une délibération. Et après, une fois que tout est délibéré, eh bien, toute la base de données qu'on a mise à jour, on l'injecte dans la base qu'on appelle la base de données nationale. Et effectivement, c'est la base de données nationale auprès de laquelle se réactualisent les données GPS, les Google et tout ça. Voilà. Ouais. Donc, je pense qu'on tiendra l'objectif, en tout cas, on va faire en sorte de respecter l'objectif du... il y a un délai proposé pour la signalisation, c'est-à-dire les panneaux et tout. Ah ben ça sera avec. Ça viendra avec. Ça respecte pas. Ah non, juin c'est la délibération. Ah oui. Non, juin c'est la délibération. Après, il faut qu'on mette en musique, il faut qu'on accompagne les gens, notamment sur Internet pour faire les changements d'adresse qui vont bien, etc. Les panneaux qui vont bien aussi. Et ça concerne plus la commune ou le département? La commune. Même sur les tous les lieux-dits, les rues, etc., c'est la commune. Là, il n'y a pas de... Après, c'est validé aussi. Hein? Ce qu'on propose, ça va être validé par... Non, c'est la décision du conseil municipal. Alors, on se concerte en amont, hein, c'est bien d'avoir recueilli l'avis du conseil départemental, hein, mais en l'occurrence, c'est une décision de la commune. Donc, il faut qu'on change le cartoniste. Hein? Donc, cartoniste, il faut qu'on les change. Non, ouais, c'est gratuit. Ouais. Ah bon? T'as rien à payer? C'est un petit peu. Les documents administratifs. Oui, mais la case pour les actes notarisés, il faut se mettre aux bonnes adresses. Ah ouais, il n'y a pas d'impact sur les dates octariennes. Non, parce que si tu changes la bonne arrosante, il y aura un certificat d'adressage qui sera remis à chaque habitant, hein, pour bien sûr confirmer son adresse. Et dans tous les cas, sachez, c'est le discours qu'on tient et c'est un engagement du gouvernement, hein, il n'y aura pas d'impact de charges financières pour les administrés. Donc il n'y aura pas 1 euro, si ce n'est du temps pour faire des changements, mais il n'y aura pas 1 euro dépensé effectivement par les administrés pour faire les changements d'adresse. La carte grise, c'est gratuit d'ailleurs. Oui, non, mais il n'y a plus la carte grise, permis de conduire, enfin, carte d'identité. Permis de conduire, non, ça change pas. La carte d'identité, on va changer. Permis de conduire, ça ne change pas, ça reste du permis de conduire. Mais il va changer aussi. Tu pourras changer si tu veux, mais c'est le permis va être changé. Ça ira voir. Bien. Merci de votre attention. Bonne soirée. Je clôt la séance.